Rappelez-vous, c'était le 29 décembre 2024, un 737-800 qui décollait de Bangkok, qui allait en Corée du Sud, à Muan, avec 176 passagers, 6 membres d'équipage à bord, et ça se terminait très mal, à 9h03 local, à environ 300 mètres du seuil de piste 01, après ce qui ressemblait à une collision aviaire. Alors, le rapport préliminaire est sorti un mois après, c'était fin janvier dernier, mais là, il y a quelques jours, les familles ont été réunies et dans un huis clos ont eu accès à un point intermédiaire au niveau de l'enquête. Cela a fait scandale. Les familles n'ont pas du tout apprécié ce qui leur a été dit. Une conférence de presse prévue après a même été annulée et nous allons revenir sur les éléments qui ont été communiqués aux familles avec à l'esprit la volonté d'en tirer des leçons pour la culture de sécurité, mais surtout mieux comprendre comment prendre une décision, même lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Nous allons donc, dans un premier temps, revenir sur la chronologie des événements tels qu'on les connaît. Et pour rappel, il n'y a pas d'enregistrement au niveau des boîtes noires. Les enregistreurs ont arrêté de fonctionner 4 minutes avant l'impact final, juste avant que le Mayday soit fait. Nous allons également regarder si ce type d'accident est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation. Et spoiler alert, oui. Et d'ailleurs, des problèmes sur un moteur, il y en avait encore il y a quelques jours aux États-Unis. Regardez ces flammes qui sortent de cet avion. L'équipage a bien géré son souci réacteur. Si ça brûle aussi longtemps, eh bien c'est parce que tant que ça brûle, ça pousse. Et le mieux est l'ennemi du bien dans l'aérien. Parfois, il faut prendre le temps avant de couper un réacteur. Et on va voir comment cette problématique est centrale dans cette tragédie qui a touché la Corée fin décembre dernier. Petit rappel des faits. Le 737 est en approche sur la piste 01. Les conditions météo sont bonnes et le vent est calme. On peut donc, si on veut, utiliser les deux pistes. Le contrôle aérien prévient l'équipage qu'il y a un risque à cause de l'activité aviaire. Il y a pas mal d'oiseaux. Ça, on va pas se mentir, c'est un message qu'on est habitué à entendre, qui parfois peut générer certaines procédures, mais va vous amener à regarder devant, ne va pas en soi changer votre plan d'action. À 8h57, il y a collision aviaire. Et le rapport préliminaire nous apprend que des débris, des morceaux d'oiseaux ont été retrouvés dans chaque réacteur. Ce que l'on vient d'apprendre ces derniers jours, c'est qu'un des réacteurs était effectivement détruit, mais que l'autre avait encore capacité à pousser. Après cette collision aviaire, on a un Mayday de la part de l'équipage qui dit qu'ils ont percuté des oiseaux et qu'ils remettent les gaz. La décision de remettre les gaz signifie que vous interrompez votre approche et que vous repartez avec la puissance pour trier les patates et vous représenter après avoir traité vos problématiques moteurs. L'avion va faire demi-tour et va se représenter à contre-QFU, train rentré, avec énormément de vitesse, va avaler toute la piste et va finir dans le renfort pour Antony LS du seuil 01. Et voilà ce que l'on apprend le 19 juillet dernier. On apprend que le moteur droit a été endommagé par une sorte de canard de près d'un demi-kilo, mais que le moteur gauche, lui, a été éteint par l'équipage. Maintenant, attention, c'est ce qui a été annoncé aux familles des victimes sans aucune preuve, d'où le scandale et les problématiques actuellement en Corée vis-à-vis de ces informations. Les avocats des victimes ayant d'ailleurs dit qu'à l'heure actuelle, ce qu'on leur dit, c'est que c'est la faute des oiseaux et des équipages morts, un point c'est tout, et il faut leur faire confiance sans aucune preuve, puisque apparemment, il n'y a pas d'enregistrement. On avait déjà parlé de l'histoire des enregistreurs sur cette version-là de 737, c'est cohérent avec une double panne moteur, ou un double arrêt des moteurs. Maintenant,
est-ce que c'est déjà arrivé qu'un équipage coupe le mauvais réacteur dans l'histoire? Ou même, est-ce que suite à cette collision aviaire, ils ont pu croire que le moteur droit était également touché? Nous n'étions pas dans l'avion, mais c'est toujours intéressant de regarder les faits historiques. Vous avez le cas du British Midland 92, un 737-400, qui décollait de Londres, qui a eu son moteur gauche endommagé, et ils ont coupé le moteur droit. Pourquoi? Parce que le moteur gauche, lui, faisait du bruit, bougeait, et ils ont eu l'impression qu'il fonctionnait encore, là où le moteur droit ne faisait pas de bruit. Et ils ont oublié la grande règle de base dans les avions bimoteurs, pied mort, ou moteur mort, pied mort. Quand vous décollez et que vous avez par exemple le moteur gauche qui ne pousse plus, moteur gauche ne pousse plus, pied gauche mort, vous allez devoir mettre du pied à droite pour compenser en fait le couple du fait de la poussée dissymétrique. Et ça, c'est un point important pour vous aider à bien savoir quel moteur couper. Normalement, pour compenser la poussée dimétrique, et ça c'est plutôt vrai au décollage, parce qu'à l'atterrissage, vous êtes les gaz réduits, c'est beaucoup moins facteur le couple à ce moment-là, eh bien ça va être de regarder quel pied est contracté. Si ma cuisse droite est contractée, ça veut dire que mon moteur droit marche bien, donc je dois couper le gauche. Il faut trouver un moyen mnémotechnique qui fonctionne pour vous. Mais j'insiste, ce couple et cette utilisation de la dérive ne sera surtout facteur que si vous êtes en phase de décollage ou de remise des gaz avec une forte poussée. Si vous êtes les gaz sur l'arrière, il y aura très peu de pieds à mettre et ce moyen mémotechnique ne vous aidera pas à identifier le moteur à couper. On a vu malheureusement du côté de Taïwan un ATR-72 où c'est le moteur 2 qui est en panne et le commandant de bord coupe le moteur 1. 43 personnes sur 58 ne vont pas survivre. Les images étaient absolument incroyables. Plus récemment, en janvier dernier, on a vu un Sergi 200 LRL à Greensville, dans le Mississippi, qui de nuit a tapé des oiseaux. Regardez les dégâts sur l'avion, c'est assez facteur. Et oui, même de nuit, les oiseaux volent. C'est juste qu'on a plus de mal à les voir. Et vous avez, en 2012, le 31 juillet, un 737-900 qui est à Denver à 6000 pieds, donc en altitude. On peut taper des oiseaux à 2000 mètres, se retrouve à taper des oiseaux, et il faisait apparemment un demi-kilo, et avec un impact sur le radome de 60 cm sur 30, donc c'est assez massif. Si on regarde au niveau des réacteurs, en 2013, on a par exemple un A330-300 de Virgin Atlantic qui décolle d'Orlando, qui tape des oiseaux au niveau d'un réacteur. Son indicateur de pression d'huile diminue, va vers 0, donc il décide de couper ce réacteur, revient, se pose en monomoteur, au-dessus de la masse maximum normalement à l'atterrissage. Mais tout se passe bien avec son Trent 700 et derrière il y aura des modifications car en fait c'est l'indicateur qui était défaillant. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que même quand on tape un oiseau, normalement, il y a de la vie. Mais il y a de la vie si on applique bien les grands principes de gestion de panne, que ce soit sur avion léger, que ce soit sur avion de ligne ou dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va aller voir au tableau. Alors, comme vous le savez, chez Deeplane, on croit beaucoup, chez Debrief également, eh bien, qu'il est important de grandir un maximum après chaque événement et que les histoires permettent à la mémoire, eh bien, de mieux se rappeler les procédures, de mieux comprendre les concepts. C'est pour ça qu'on aime beaucoup réagir sur les sujets d'actualité, de manière à vous passer certains messages en espérant que ça augmente chez vous la culture de sécurité et que quand vous avez des décisions à prendre, eh bien, vous capitalisez sur le retour d'expérience de nos collègues malheureux. Alors, par rapport à ce 737 en Corée, qu'est-ce qui est important? Le grand point, car ce que nous dit le rapport à l'heure actuelle qui a fuité, rapport préliminaire, c'est que l'équipage a coupé le mauvais moteur, c'est toujours se poser la question, quelle est la temporalité? C'est vrai aux commandes d'un avion, c'est vrai aux commandes de votre voiture, aux commandes de votre vie, dans une relation. Et donc, là, le cas de la collision est peut-être le cas le plus complexe en termes de temporalité. Mais la collision peut être avec un véhicule, au sol, on en a vu malheureusement, avec un autre aéronef, avec un animal. Elle peut être avec un autre avion en vol. On va parler dans les prochains jours d'un avion de ligne qui s'est fait peur avec un B-52. Mais surtout, voilà, avec les animaux, avec les oiseaux. Nous, ici, sur le terrain d'Arcachon, il y a pas mal de rapaces. On essaye de faire extrêmement attention à ça, mais on a également des parachutistes, des planeurs, d'autres avions, bref. La temporalité pour réagir face à un risque de collision est extrêmement courte. Et ce n'est pas du tout la même que la temporalité en cas de panne. Maintenant, en cas de panne, il y a différents types de panne. Vous avez par exemple le feu. On aime bien dire qu'un feu non maîtrisé double d'intensité toutes les 7 secondes, donc il ne faut pas trop traîner. Mais la panne moteur sur un monomoteur n'est pas la même que la panne moteur sur un bimoteur. On va revenir dessus. Vous avez également les pannes au niveau des informations.
Pensez au Rio-Paris. Les fumées à bord, c'est très gênant car rapidement, vous ne pouvez plus vraiment voir ce qui se passe. Et la décompression, pour laquelle les pilotes de ligne sont entraînés à réagir extrêmement rapidement. Mais à chaque fois, quand on prend la panne, il y a une sorte de méthodologie pour traiter ça, comme traiter en fait un projet. On va rentrer dans le dur. Un projet ou une gestion de panne arrive à un moment, à une certaine échéance. Quand vous avez beaucoup de temps devant vous, vous voulez être dans un style plutôt laisser-faire. Vous allez déléguer, par exemple, au copilote ou à votre équipage la réflexion sur l'idée tactique. Comme ça, si l'idée qui émerge vient d'eux, c'est beaucoup plus efficace, ils seront plus alignés, ils auront plus envie de faire la mission. À une certaine temporalité de cette échéance, s'ils n'ont pas résolu le problème, s'ils n'ont pas proposé, vous allez devoir passer en démocratique. On va échanger. Et à partir de là, collectivement, on va essayer de se mettre d'accord. Maintenant, s'il y a une certaine échéance, on ne s'est toujours pas mis d'accord, en tant que commandant de bord, en tant que chef, vous allez devoir chefer, vous allez passer en autocratique. Et je vous ai marqué autocratique en 2 termes. Pourquoi? Parce que le danger de l'autocratique, et là c'est ce qu'on voit par exemple dans le cas à Taïwan de la réaction du commandant de bord, c'est que trop souvent, on réagit de manière automatique. Or, l'autocratique, il faut prendre parfois le temps de se poser la question, ok, je suis en autocratique, on a une collision aviaire en courte finale, on a une panne moteur à 600 mètres sol comme ceci, mais 2 grandes questions à se poser, et c'est pas le temps que ça prend, c'est pour quand est-ce qu'il faut décider, j'ai combien de temps devant moi, et la deuxième, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va avoir une dégradation de la situation. Et ça va nous aider à affiner cette échéance. Et à partir de là, à s'acheter du temps pour faire les fameux T4 deck. C'est quoi la temporalité? C'est quoi les faits, mes options, les risques, décider, exécuter et derrière contrôler. Ou l'autre méthode que l'on utilise, par exemple, dans l'aviation légère, aviate, navigate, communicate. Très simple. J'ai mon avion, je suis en finale, j'ai un problème. La première chose à faire, c'est piloter mon aéronef. Et là, une question se pose, est-ce que je poursuis ou pas? La plupart des pilotes de ligne risquent de vous dire, en finale, j'ai une collision aviaire, je poursuis. Ensuite, pour poursuivre, il me faut la vitesse. Donc, je gère mon énergie, je gère ma vitesse. Ensuite, navigate. Quel est mon objectif? En tant que pilote de ligne, mon objectif macro, 3 choses. Sécurité, timing, satisfaction client. Sécurité, ça veut dire quoi en tant que pilote de ligne? 1, personne à bord ne meurt. 2, personne au sol ne meurt. 3, j'essaye de ne pas abîmer mon avion. Ce qui veut donc dire que si je me retrouve trop haut, trop rapide par rapport à la piste, je vais peut-être décider d'aller dans l'eau plutôt que d'essayer de faire la piste à tout prix, quitte à tout casser derrière. Très important. On le voit dans le cas de Sully qui avait pris la bonne décision. Donc du macro, navigate, c'est quoi mon objectif macro? Vers le micro, aller vers un amérissage, ou alors continuer pour me poser, ou alors continuer vers la piste. Et ensuite, derrière, on communique. Là, ce qu'on voit très clairement, ce qui s'est passé, on attend le compte-rendu final, mais c'est de la communication très tôt, mais probablement une action dans le cockpit avant d'avoir pris le temps d'aviater, de navigater. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'on a bien vu dans le cas de Sully où il met près de 30 secondes à décider de réagir. Il faut avoir conscience que nous sommes humains et quand on est surpris, on n'est pas forcément la meilleure version de nous-mêmes. Et ça rentre dans l'aviate. Donc, ce qu'on apprend en formation, ce qu'on apprend chez Debrief, ce qu'on vous met dans les bouquins, c'est qu'en fait, aviate, navigate, communicate, c'est vrai pour l'avion, c'est vrai aussi pour le pilote, pour l'être humain. Et quand vous êtes face à une situation de crise comme ça, no fast hands in the cockpit, faut pas aller trop vite dans le cockpit, mais le plus important, c'est aviate, gérez-vous vous-même d'un point de vue émotionnel. Le stress est contagieux, le professionnalisme aussi. Donc, il faut savoir prendre le temps de souffler un petit peu et d'encaisser ce qui se passe. Prendre un petit peu de recul. Et là, voilà, la temporalité est importante. Vous avez un feu moteur, vous pouvez quand même prendre 15 secondes. Vous perdez un moteur au décollage ou en finale, la vérité, c'est que vous avez 15 secondes devant vous. Vous avez une perte d'information dans votre cockpit, pareil, tu as 10 secondes devant toi. Et 10 secondes, c'est long si vous appliquez la bonne méthode. Je cherche à prendre du recul, à souffler un coup, à me maîtriser. Ensuite, derrière, quel est mon objectif? Je me réchauffe le cerveau, je me raligne le cerveau. Sécurité. Tout le monde à bord doit survivre. Je dois tuer personne au sol. Si possible, on ramène la machine. Et après, derrière, je vais commencer à communiquer avec mon équipage en sachant dans quel style on va. J'ai estimé le temps et on déroule. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que l'accident du GJUR doit, au vu de ce qui est sorti actuellement, nous rappeler et nous raligner vers l'importance de faire les choses
dans la bonne temporalité dans le cockpit. Et c'est extrêmement tentant d'aller très vite, mais malheureusement, il faut prendre le temps de suivre la méthode Aviate, Navigate, Communicate, même quand on est surpris. Et quel que soit votre niveau dans l'aviation, se poser également la question, je suis en finale, je vois des oiseaux juste devant moi, j'ai les réacteurs plutôt surréduits, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide d'interrompre, de remettre les gaz et de prendre le risque de percuter les oiseaux avec des réacteurs en réaccélération? Est-ce que je continue comme je suis avec des réacteurs plutôt proches du ralenti, ce qui va peut-être avoir moins d'impact? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais il y a une solution avec laquelle il va falloir vivre. Et si un jour vous avez besoin de déroger aux procédures de sécurité, je vous rappelle que c'est autorisé dans l'aérien seulement pour des raisons de sécurité. Il faudra vous en justifier. Rappelez-vous encore une fois l'enquête sur ce lit. Mais toutes ces décisions ne se construisent pas au moment où la panne arrive. Ils se construisent en amont par de la réflexion, par de la visualisation mentale. Essayez de s'imaginer comment on réagirait dans ce cas-là. Vous voulez quelque chose sur la route, une piste de verglas, un éclatement de pneus, quelqu'un qui arrive en face à face. Les temporalités vont être extrêmement rapides. Par contre, un voyant qui apparaît sur votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez tout de suite à droite? Est-ce que vous décélérez? Est-ce que vous poussez? Plein de cas auxquels on peut réfléchir. Et l'aviation, c'est bien une chose que cela nous apprend, c'est que tout le temps que vous investissez au sol à anticiper des cas est une situation d'avenir. Je vous dis à très vite, peut-être sur le bassin pour qu'on vole ensemble. Toute l'industrie a hâte d'avoir le rapport final qui, à coup sûr, nous fera progresser vers le haut. À très vite et fly safe.